la rétrospective de la semaine. Cette assemblée générale de la section Kadiogo du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP vise à permettre aux militants d'être au parfum des décisions du 7e congrès ordinaire du mouvement. Au cours de cette assemblée générale, un appel à la mobilisation a été lancé dans le cadre de la commémoration de l'an 4 de l'insurrection populaire de 2014. Adama Nabaloum, président de la section. On a non seulement rendu compte des activités du congrès, mais particulièrement appelé nos militants à sortir massivement le 31 octobre prochain pour la commémoration du 4e anniversaire de l'insurrection populaire pour exiger vérité et justice pour les martyrs tombés au cours de cette lutte. En vue de la redynamisation de la structure, la section Kadiogo entend mettre en pratique des recommandations du dernier congrès du MBDHP. Au niveau de la section du Kadiogo, ce que nous entendons faire, c'est renouveler l'ensemble des bureaux de comités de sous-section de la section qui sont en fin de mandat, mais c'est également mettre en place, installer des comités dans les secteurs et villages qui n'en disposent pas aujourd'hui. C'est dans ce sens que nous allons mener le travail les jours à venir. Adama Nabaloum a par ailleurs saisi l'occasion pour inviter ses camarades à se mobiliser pour soutenir la Confédération Générale du Travail du Burkina CGTB, convoquée à la justice vendredi prochain par des candidats au concours de la CNSS qui a été annulé. Séances de sensibilisation, prestations d'artistes, vidéo-débats, ce sont entre autres activités qui ont marqué la clôture de la 4e édition de la caravane jeunesse de l'Organisation démocratique de la jeunesse ODJ. Selon le président de la structure, ces activités menées également dans les localités concernées par la caravane ont permis d'atteindre les objectifs de la caravane. Gabin Corbego. Je pense que la caravane, c'est une occasion pour l'ODJ d'avoir des échanges directs et francs avec les populations locales autour de leurs préoccupations. Donc ça a été vraiment des occasions d'échanges francs et très riches, et les témoignages partout où on est passé ont été vraiment édifiants. Le président du comité d'organisation, pour sa part, s'est réjoui de l'organisation de la caravane. Il a salué l'effort des populations pour l'accueil et plus particulièrement les groupes d'autodéfense appelés Korleo, Nyempani, Lankwande. Les populations aussi se sont organisées pour nous prendre en charge. Déjà avec les groupes d'autodéfense qu'ils ont ajouté à d'autres citoyens, ils ont assuré la sécurité de la caravane du début jusqu'à là. Donc côté sécurité, nous sommes parfaitement, en tout cas au-delà même de nos attentes, nous avons été satisfaits. Si la caravane a été une occasion de sensibilisation des populations, elle a été également une opportunité pour les caravaniers d'élever également leur niveau de conscience, à l'instar de Mohamed Sedogo venu de la province de Ganzourgou. Quand nous avons suivi la caravane pendant ces 5 jours, nous avons compris que c'était une belle initiative. Si nous nous mobilisons, nous allons trouver des solutions aux difficultés que nous rencontrons. Dans les villages que nous avons parcourus, nous avons remarqué que les populations ont des difficultés particulières, à savoir des problèmes d'accaparement des terres, Cette 4e édition de la caravane de l'ODJ a concerné 6 localités des régions du centre-sud et du centre-est. Selon la section ODG, le district sanitaire de Houndé traverse d'énormes difficultés qui constituent un véritable handicap à son rayonnement et une mise à rude épreuve de l'accès aux soins par les populations du Tui. Ces difficultés sont entre autres la rupture de la continuité des soins, l'arrêt des évacuations d'urgence par manque d'ambulance, le manque de personnel qualifié en nombre suffisant, le décès des malades sans avoir reçu des soins. Face à toutes ces difficultés, la section dit s'interroger sur les critères de dotation des districts en ambulance, sur la ligne budgétaire pour la maintenance du matériel roulant et aussi sur la politique de gratuité de soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Outre ces difficultés, la section attire l'attention des autorités sur les risques que courent les nouveaux CSPS de Sieni et du secteur numéro 4. D'aide de 5 mois supplémentaires. La section dit également s'inquiéter de la qualité des soins qui seront offerts aux populations dans ces CSPS. Face à tous ces problèmes, une grande marche est prévue le 1er novembre par les populations de Houndé pour revendiquer des ambulances, au moins une dizaine pour le district sanitaire de Houndé, dont 3 au niveau du CMA. Le 20 octobre 1993, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, avec le soutien des organisations professionnelles des médias telles l'HB, la CEP,
et le Sénatique déposent une pétition à l'Assemblée nationale pour exiger la relecture du Code de l'information jugé liberticide à l'époque. Ainsi, depuis 1998, le Centre national de presse Norbert Zongo se réfère à cette date pour célébrer la journée nationale de la liberté de la presse. Le 20 octobre est une date chargée de symboles pour le Centre national de presse Norbert Zongo. Symbole d'abord d'engagement et de détermination dans la défense de la liberté d'expression et de la presse. Symbole aussi de conviction car le Centre national de presse Norbert Zongo est convaincu qu'une presse libre et indépendante ne peut se développer dans un environnement institutionnel et juridique liberticide. Dans moins de 2 mois sera commémoré les 20 ans de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. Estimant que 20 ans cela fait trop, le centre de presse qui porte son nom a, à l'occasion de cette journée de la liberté de la presse, lancé en prélude au 13 décembre prochain une campagne pour interpeller la justice sur la lenteur que connaît le traitement du dossier. Le centre entend ainsi que l'institution judiciaire passe à la vitesse supérieure afin que justice soit enfin rendue à Norbert Zongo et ses compagnons. Après 5 jours de travaux, les chercheurs, inventeurs et innovateurs du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FIRST se réjouissent du bon déroulement des activités. Pour le directeur de cabinet du ministère en charge de la recherche scientifique représentant le ministre, la réussite de cette 12e édition témoigne d'un intérêt particulier. Théophile Tenkodogo. Vous avez suivi avec intérêt les conférences au nombre de 3, 2 tables rondes et une vingtaine de communications scientifiques sur des sujets aussi divers que variés, mais liés au thème de cette 12e édition. L'assiduité avec laquelle vous avez participé aux travaux, ainsi que les différentes contributions pertinentes que vous avez apportées, témoignent, si besoin en était, de l'intérêt que vous portez aux questions de l'entrepreneuriat et du développement durable de notre pays. En plus des exposés, vous avez, à travers les espaces d'exposition, montré votre savoir-faire avec les technologies issues de vos inventions et innovations. Le parrain, pour sa part, estime que cette édition du FIRST, à ses yeux, sonne comme une interpellation à l'endroit du privé. Isidore Kini, président fondateur de l'université Aube Nouvelle. Cette 12e édition du FIRST, pour moi, marque un tournant décisif très important parce qu'il a mis l'accent sur l'interpellation du privé, à ce que le privé puisse s'intéresser à la recherche. C'est vrai que beaucoup de choses sont faites, beaucoup de résultats sont trouvés, mais que le privé ignore. Il y a des résultats qu'on peut mettre en application. Et donc le privé se sent interpellé et va s'intéresser certainement à la recherche et même donc les chercheurs. Au cours de cette activité, les meilleurs chercheurs, inventeurs et innovateurs ont été récompensés. La 13e édition aura lieu en 2020. C'est par un balai que le top de part de la 15e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou a été donné, selon le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'artisanat. Dans un monde en perpétuelle mutation technologique, l'artisanat africain est confronté à de nombreux problèmes de production et de commercialisation de ses produits, d'où le choix du thème artisanat africain, exigence du marché et développement technologique. Aruna Kabore. Ce thème nous interpelle tous, acteurs, directs et indirects, de l'artisanat sur l'insuffisance des richesses techniques et commerciales dans le secteur de l'artisanat. Le monde évolue et les goûts de la clientèle changent à tout gré. L'artisanat africain doit s'adapter à ces changements, au risque de se faire noyer par la concurrence venant d'ailleurs. Et pour pallier cette situation, Bala Alassane Sakandé, parrain de cette 15e édition, émet le vœu. Doit se concrétiser très rapidement les projets d'implémentation des galeries virtuelles qui serviront de vitrine planétaire aux produits artisanaux africains. Il ne fait aucun doute que la capacité d'exportation des artisans pourrait être ainsi considérablement augmentée. Plus de 300 000 visiteurs sont attendus à ce salon selon le comité national d'organisation. La rétrospective de la semaine.
C'est dans une ambiance rythmée que la 10e édition des résistances panafricaines d'écriture, de création et de recherche théâtrale recréatrale a été lancée. Les initiateurs de ce festival sont convaincus d'une seule chose: les artistes peuvent et doivent changer le monde. Des spectateurs venus de tous les coins d'Afrique y prennent part. 13 spectacles sont au programme, entre autres du théâtre, de l'humour, de la danse et des marionnettes. Aristide Tarnagda, directeur des recréatrales, revient sur les objectifs de l'activité. Permettre aux gens, surtout à l'Afrique, de se parler à elle-même, puis aussi construire son propre regard, son propre discours d'elle-même et puis du monde. Cette édition, l'innovation majeure, c'est l'ouverture du théâtre itinérant des recréatrales. C'est un théâtre de 150 places et c'est un théâtre mobile, déplaçable, démontable, donc qui peut après les récréatrales, non seulement envahir les autres quartiers de Ouagadougou, mais aussi l'intérieur du pays et aussi aller dans la sous-région. Le maire de Ouagadougou, lui, a fait savoir que la capitale burkinabé a rejoint le réseau des villes créatives du monde grâce en partie aux récréatrales. Arma Bewende. À notre arrivée à la commune, il y a eu une opportunité de pouvoir candidater la ville de Ouagadougou au niveau de l'UNESCO. Il y a un réseau de villes qui se sont formées que l'UNESCO appelle les villes créatives. Nous avons pu capitaliser sur l'expérience des récréatrales, sur l'expérience de plusieurs autres festivals et plusieurs artisans pour présenter notre candidature qui a été retenue. Donc Ouagadougou a été reconnu comme ville créative de l'UNESCO dans les arts spectacles populaires. Arma Bewende entend pour ce faire inscrire les recréatrales comme une activité majeure de la ville de Ouagadougou. Tout en souhaitant une bonne rentrée 2018-2019 aux étudiants du privé et encourageant ceux des universités Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, et Ouaga 2 qui, eux, poursuivent leurs activités académiques des années universitaires précédentes, la NEB Ouaga, dans sa déclaration de rentrée, revient sur quelques réalités que vivent ces derniers. Ces réalités que l'association trouve amères et peu enviables se constatent à plusieurs niveaux, notamment sur le plan académique, social, sanitaire et des libertés démocratiques. D'abord, sur le plan académique, la NEB Ouaga revient sur les retards et chevauchements d'années constatés dans plusieurs unités de formation et de recherche UFR. Les UFR SVT, Sciences de la vie et de la terre, SEA, Sciences exactes et appliquées, et LAC, Lettres, Arts et Communication, en sont les cas probants avec pour conséquence de faibles taux de réussite, précise la NEB Ouaga. Cette situation est en partie liée, selon elle, à l'application du système licence master doctorat LMD qu'elle juge mécanique. Sur le plan social, la NEB Ouaga fait savoir que la mutuelle de santé des étudiants MUNASEB ne répond pas aux attentes des étudiants car les frais d'adhésion annuels qui sont fixés à 5 000 francs CFA excluent bon nombre d'entre eux. Le constat en est le même en ce qui concerne la restauration, poursuit-elle. On peut en effet lire dans sa note que le Centre national des œuvres universitaires CENU continue de contingenter le nombre de places servies par jour à environ 10 000 sur une population estimée à plus de 70 000 étudiants. À cela s'ajoute toujours, selon elle, la lenteur du service et la qualité des plats qu'elle juge moindres. Enfin, sur le plan des libertés, la NEB Ouaga fait cas d'une violation des franchises universitaires avec l'occupation de l'espace universitaire par la Compagnie républicaine de sécurité CRS et aussi l'existence de textes qu'elle qualifie de liberticides. Face à cette situation, l'association d'étudiants à caractère syndical appelle les étudiants à s'organiser davantage avec elle pour lutter contre la dégradation vertigineuse, dit-elle, de leurs conditions de vie et d'études. La rentrée scolaire 2018-2019 intervient dans un contexte national marqué par plusieurs maux, à savoir le renchérissement continu du coût de la vie, la privatisation sauvage de l'école, l'insouciance des autorités par rapport à la qualité de l'enseignement, la remise en cause des libertés démocratiques et syndicales et la criminalisation des luttes populaires ponctuées d'une remise en cause des acquis de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre. C'est le constat fait par l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou à Ezo en ce début de rentrée. Selon la structure dirigée par Draman Sankara, cette situation de l'école burkinabé se matérialise par l'érection des établissements privés aux grandes dames de ce public, excluant du même coup bon nombre d'enfants du peuple à l'éducation. La structure dénonce également l'état de putréfaction avancée des établissements publics en dépit de leurs normes très limitées. À ce titre, l'AEJO note que ces établissements publics sont confrontés à de nombreuses difficultés, dont le manque d'infrastructures, d'enseignants et de matériel didactique. Pour ce qui est de l'enseignement technique en particulier, la structure des
des élèves de Ouagadougou peint également le tableau en noir. Elle relève que cette ordre d'enseignement est confrontée à de nombreuses difficultés, dont le manque de matériel d'œuvre, de la vétusté des équipements et des formations sans suite après le brevet d'études professionnelles BEP. Nonobstant cette situation, l'AESO salue la détermination des élèves à travers les luttes qu'ils mènent dans les différentes localités du pays pour de meilleures conditions de vie et d'études. Des luttes selon l'AESO qui ont permis d'arracher des acquis tels que la réinsertion des bourses scolaires et la baisse des frais de scolarité. Fort de ces acquis engrangés par ces différentes luttes, la structure invite l'ensemble des élèves à renforcer ses rangs et à se mobiliser davantage pour la satisfaction de leurs plateformes minimales dont les points d'action sont entre autres la construction d'établissements d'enseignement public, l'équipement des ateliers et laboratoires en produits et matériels adéquats, la suppression des frais à payer et la mise à la disposition d'un siège pour les organisations scolaires à caractère syndical pour leurs activités. Les 32 candidats qui ont porté plainte contre la CGTB demandent au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 352 millions de francs CFA comme dommages et intérêts. Et de son côté, l'homme d'affaires Inoussa Kanoje, lui, demande la somme de 7 milliards 320 millions de francs CFA. Au courrier confidentiel, au-delà de l'assignation en justice de ces deux acteurs, le réseau national de lutte anticorruption RENLAC estime que les sommes exigées par les plaignants indiquent clairement des velléités de dissuasion de ceux qui voudraient s'attaquer aux faits de corruption et de malgouvernance au nom de l'intérêt public. Le RENLAC trouve également en ces deux procès des signaux annonciateurs d'une ère nouvelle de musellement de tous ceux qui osent encore donner de la voix contre le crime organisé, la fraude, la corruption et l'impunité. En lieu et place d'actions judiciaires vigoureuses contre les acteurs de crimes économiques et de fraude, ce sont plutôt les acteurs qui dénoncent les pratiques mafieuses qui font l'objet d'intimidation, fait remarquer la structure de lutte anticorruption. Ainsi, se disant fidèle à son engagement à lutter contre la corruption et toutes les formes de malgouvernance au Burkina Faso, le RENLAC dit suivre avec attention l'évolution de ces deux affaires et apporte son ferme soutien à ces deux acteurs qu'il juge clés dans l'œuvre de salubrité publique. Le réseau invite tous les démocrates et progressistes à faire front contre la cabale judiciaire en cours et appelle la jeunesse en proie au chômage à se départir de la courte échelle et à mieux s'organiser avec courage et détermination pour engager des luttes contre les causes profondes de sa situation. Le réseau national de lutte anticorruption termine en appelant les populations principales victimes de ces pratiques mafieuses à se mobiliser conséquemment et à faire bloc derrière toutes les voix qui s'élèvent pour dénoncer la corruption et l'impunité des crimes économiques. Ce 26 octobre 2018, la Confédération générale du travail du Burkina CGTB devait répondre des faits de dénonciation calomnieuse et de diffamation devant le tribunal de grande instance de Ouagadougou. La fêtière syndicale est poursuivie par 32 candidats au concours de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Dès l'appel du dossier par le tribunal, la CGTB, représentée par son secrétaire général Bassolma Bazier et accompagnée de Seydou Kone de la coordination des comités CGTB de la CNSS, se sont présentés à la barre. Mais les auditions sur le fond du dossier n'auront pas lieu. Pour cause, Maître Sayouba Neya, un des deux avocats des 32 candidats, a demandé illico presto le renvoi du procès. Il explique s'être constitué conseil auprès de ses clients à partir de ce matin du 26 octobre 2018, jour du procès. À l'en croire, il a besoin du temps pour prendre connaissance du dossier. Maître Neya a été entendu par le tribunal qui a accédé à sa requête en renvoyant le dossier au 23 novembre 2018. En rappel, la coordination des comités CGTB de la CNSS était montée au créneau pour exiger l'annulation d'un recrutement qu'elle juge douteux de 85 agents administratifs au profit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais après que la direction générale de la CNSS ait finalement annulé le dit recrutement,
32 candidats présentés par un journal comme ayant des liens de parenté avec des agents de la CNSS ont porté plainte contre la CGTB. Ils demandent au tribunal sa condamnation au paiement de la somme de 352 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts. La rétrospective de la semaine. Boukari Ouaba, quelle appréciation faites-vous du traitement des journalistes en termes de revenus? Ça aussi, ça fait partie des points de notation lorsqu'on parle de la liberté de la presse. Sur les conditions de traitement des journalistes, notamment les questions salariales, les conditions de vie, de travail, c'est déplorable. On veut parler de salaire, mais en réalité, on va même trop loin lorsqu'on veut parler de salaire. Vous allez dans les médias burkinabés, les gens travaillent sans contrat. Notamment les privés. Oui, puisque le privé, c'est le gros lot pratiquement. Donc, je me dis que le contrat, ça devrait être quand même le minimum. Dès lors que vous n'avez pas de contrat, il n'y a pas une base claire qui dit même qu'on doit vous payer 30 000 francs, 25 000 ou bien c'est 100 000 ou bien c'est 500 000 au mois. Sur quelle base vous pouvez exiger un traitement? Bon, voilà. Tout est fait verbalement ou bien on dit, bon, viens travailler et puis on va voir. Donc, les conditions minimales même pour un employé ne sont pas réunies très souvent dans nos rédactions. Au niveau des médias publics, les travailleurs se sont déjà fait entendre, il faut le dire ainsi, ils déplorent leurs conditions et ils avaient même entamé une lutte pour demander un meilleur traitement. Mais au niveau du privé, c'est silencieux, mais vous l'avez dit, c'est une situation de précarité générale, oui. Alors qu'il y a cette convention collective même qui existe depuis 2009. Et selon les informations que nous avons, c'est pas du tout appliqué. Pourtant, beaucoup sont d'accord que c'est dépassé. Qu'est-ce qui explique cette réalité pour vous? À l'adoption de la convention collective en 2009, la grille salariale qui est dans cette convention, unanimement les acteurs étaient d'accord qu'elle était dépassée. Puisque la convention avait été élaborée plusieurs années avant, on avait tenté de l'adopter, on n'a pas pu l'adopter. Au moment de l'adopter, on ne l'a pas actualisée. Est-ce que vous imaginez un peu comment le coût de la vie s'est renchéri ces dernières années au Burkina Faso, notamment quand on l'a adopté en 2009? Vous vous souvenez de la crise de 2008, la grève de la faim en 2008. Donc tous ces éléments-là n'ont pas été pris en compte dans la convention collective qui a été adoptée en 2009. Donc on a adopté une convention collective qui était dépassée. Et curieusement, malheureusement, cette même convention collective qui est dépassée en termes de proportion de grimpe salariale, cette convention collective, elle n'est pas appliquée aujourd'hui. Elle n'est pas appliquée. La JB a essayé un petit sondage pour voir et on est très loin du compte par rapport à l'application de cette convention collective. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand vous écoutez les responsables des médias, chacun à une occasion ou à une autre parle comme si effectivement la convention était appliquée chez lui. Ce n'est pas du tout vrai. La convention collective, elle n'est pas appliquée. N'est-ce pas, je dirais, un paradoxe que au niveau des journalistes, à tout moment on est prompt à critiquer, mais oui, à notre niveau, à notre sein, c'est une situation aussi, je dirais... C'est dommage, c'est dommage, ça ne devrait pas être ainsi. Et c'est pourquoi d'ailleurs, on est toujours mal à l'aise de parler de cette question, parce qu'en réalité, elle ne doit pas être résolue par quelqu'un d'autre. Elle doit être résolue par nous-mêmes, c'est-à-dire par les acteurs, par les journalistes. Comme je l'ai dit, si vous venez dans une rédaction où on ne vous propose pas de contrat, mais pourquoi vous acceptez de travailler? C'est là où il y a problème. Et pour une question de précarité aussi, oui. Les gens ne savent pas si je refuse ou j'irai. Voilà. Mais il faut refuser. Seulement, c'est toujours difficile de refuser quand on est seul. Voilà. Donc, ce que ça demande, c'est une sorte de solidarité. Si vous êtes 5-10 employés dans une maison et que vos conditions ne sont pas meilleures, si une seule personne se lève pour dire, bon, écoutez, moi, je n'accepte pas cette condition, je m'en vais, mais ça ne va rien changer. Il est parti, et c'est pas sûr qu'il va trouver mieux ailleurs. Mais il faut que les 10 qui sont dans la maison s'accordent pour dire qu'ils méritent mieux et que le combat soit mené de façon collégiale, de façon solidaire. Et là, vous pouvez avoir des acquis. Malheureusement, les gens ne le font pas. Non, il faut que les journalistes s'organisent. Il faut que les journalistes se réveillent. Dans chaque rédaction, les journalistes doivent poser leurs problèmes dans la rédaction. Et l'AJB peut faire quelque chose dans tout ça? Le Synatic essaie de faire quelque chose. L'AJB y intervient également. Nous espérons, parce que c'est comme je vous l'ai dit, c'est difficile pour l'AJB ou bien le Synatic de venir dans une rédaction pour créer cette rébellion-là. Donc, il faut que les journalistes qui sont dans la rédaction concernée s'organisent à voilà, se lèvent. Et s'ils font du bruit, l'AJB, le Synatic sont là pour les soutenir. Et même au-delà de nous, c'est-à-dire c'est une question de droit de l'homme. Quand quelqu'un travaille, la première exigence qui s'impose au patron, c'est son salaire.
Mais c'est le salaire. C'est salaire contre travail ou travail contre salaire. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui travaillent, qui n'ont pas le salaire qu'il faut. Et ça conduit à d'autres choses. Boukari Mouba, merci. Merci à vous. L'école burkinabé concentre depuis plusieurs années 3 mots qui ont une grande influence sur les ambitions de développement du pays. Il s'agit de l'insuffisance des infrastructures d'accueil, de la médiocrité des rendements internes et externes, de l'insuffisance des capacités de gestion, d'administration et de planification du système éducatif. En outre, le système se caractérise par son iniquité et sa sélectivité. Les différentes politiques et réformes mises en œuvre n'ont pas donné les résultats escomptés. Ce sont là des conclusions issues du rapport parlementaire sur le système éducatif en date de juillet 2017. Mais plus d'un an après ces travaux diligentés par l'Assemblée nationale, pratiquement aucune mesure d'envergure n'a été prise pour remédier à la crise qui secoue le système éducatif burkinabé. Du préscolaire au supérieur, les besoins sont de plus en plus énormes, mais l'offre étatique peine à s'adapter à la forte demande. En ville comme en campagne, les parents d'élèves sont contraints de recourir aux établissements privés qui malheureusement ne sont pas aussi accessibles à tous. Au supérieur, les mêmes difficultés assaillent le système depuis près de 10 ans. En termes d'infrastructures, les universités publiques font face à un déficit très frappant. Le manque d'enseignants reste d'actualité. Aussi, la poursuite de l'application du système licence master-doctorat dans les universités publiques sans réunir les conditions nécessaires a aggravé les difficultés en termes de retard, de chevauchement d'années académiques et de résultats peu enviables. En général, c'est une lapalissade de dire que l'État affiche clairement qu'il se soucie moins de la qualité de l'éducation des enfants des couches populaires en majorité pauvres de notre pays. Il faut donc craindre pour l'avenir quand on sait que ce sont ces étudiants qui seront appelés plus tard à enseigner au poste primaire, au secondaire et à l'université. On ne saurait se désengager du secteur de l'éducation et prétendre au développement d'un pays. D'ailleurs, le rapport d'enquête parlementaire sur le système le dit bien en ces termes, je cite: pour avoir un système éducatif démocratique, performant, inclusif, développant les compétences et l'expertise nécessaires et suffisantes pour notre développement socio-économique, il s'avère impérieux de faire réellement de l'éducation une priorité nationale. Fin de citation. Si l'on peut se reconnaître dans une certaine mesure dans ce diagnostic des élus nationaux de la situation du système éducatif, il faut aussi dire avec force que ces derniers ne sont visiblement pas mieux. Inutile de rappeler que le budget est voté à l'Assemblée nationale et qu'ils ont de ce point de vue leur part de responsabilité dans la crise du système éducatif burkinabé. Au-delà des discours démagogiques des campagnes électorales, le pouvoir actuel affiche son mépris vis-à-vis de l'éducation et de ses acteurs, à l'image de ses prédécesseurs. En se désengageant donc de ce secteur pour contenter les bailleurs de fonds, l'État du Burkina ne pouvait s'attendre qu'à un résultat: la destruction du système éducatif, tout comme celle des autres secteurs sociaux comme la santé et le logement. C'est évidemment une incongruité de sacrifier son système éducatif pour répondre aux exigences des institutions financières internationales. Mais la soif des Burkinabés à un progrès social véritable exige que le système éducatif soit imposé comme une priorité. C'est aussi l'esprit de l'insurrection populaire d'octobre 2014.